Johan, bonjour, merci d'accueillir le collectif No Pass 24. Quel âge avez-vous et depuis quand êtes-vous sapeur-pompier volontaire? Alors, j'ai 42 ans et je suis sapeur-pompier volontaire depuis 21 ans. C'est assez rare d'être volontaire et officier. Oui, en effet, moi j'ai fait 21 ans à Périgueux, j'ai commencé ma formation à Bergerac, j'ai fait 15 ans sur les rangs et j'ai voulu passer officier, donc j'ai fait la formation d'officier à Aix et à l'ENSOS. Quelle est votre situation actuelle chez les pompiers suite à l'obligation vaccinale? Alors, chez les pompiers, ma situation actuelle, c'est que on m'a convoqué, on m'a envoyé des mails, on m'a demandé de signer des documents pour informer de mon choix sur la vaccination. Donc j'ai tout le temps dit, bien sûr, que je ne reconnaissais pas la vaccination en tant que telle, donc il s'agit d'une injection expérimentale. Donc j'ai dit que je refusais, et donc on m'a signifié que je risquais de ne plus pouvoir prendre de garde. Donc on m'a redemandé si j'étais vraiment sûr, par mail, alors que j'avais déjà signé le document qui disait que je voulais pas être vacciné, quoi, injecté. Et donc là, la nouveauté, c'est la semaine dernière, j'ai reçu un SMS de mon chef de centre m'informant qu'il allait demander la suspension de mon engagement de sapeur-pompier volontaire. Puisqu'il faut savoir qu'on signe des engagements de 5 ans par arrêté préfectoral et qu'il semblerait qu'on puisse demander la suspension de mon engagement. Donc mon statut aujourd'hui en tant que sapeur-pompier volontaire, il est au point zéro. Donc je ne sais pas si c'est momentané, je ne sais pas si ça va être définitif. En fait, il y a très peu de communication là-dessus, sauf nous dire voulez-vous ou pas vous faire injecter. Voilà. Est-ce une grosse déception, on pourrait même dire une trahison, après avoir tant donné? Oui, quand vous consacrez 21 ans de votre vie au corps départemental des sapeurs-pompiers de la Dordogne, en fait, la reconnaissance, si vous voulez, on l'a auprès des citoyens, on l'a auprès du public sur lequel on intervient quotidiennement. Donc une déception, oui, c'est une déception immense. Je suis écœuré en fait parce que je me dis que voilà, tous ces sacrifices, tout ce temps qu'on ne consacre pas à sa famille, qu'on ne consacre pas à ses loisirs, même si j'essaie de m'investir dans le milieu associatif, ça fait beaucoup de temps donné pour cet engagement, et du jour au lendemain, par un SMS ou par un mail ou par un entretien, on vous dit qu'en fait vous n'êtes plus compatible avec le service. Mais là c'est incompréhensible parce que, et d'une, on nous oblige, et de deux, on nous oblige quelque chose qui n'est pas terminé, c'est une expérimentation. Donc là je pense que de toute façon il y aura sûrement des recours, l'avenir nous le dira, mais on est sur quelque chose qui est assez écœurant. Moi je suis bluffé, je pensais pas que ça irait au bout, je pensais que c'était justement un grand bluff pour forcer les gens à s'injecter. Mais là, en fait, ça y est, les suspensions tombent, donc je suis assez trahi, je sais pas, j'attendais pas grand-chose, vous savez, notre hiérarchie, elle a zéro pouvoir, hein. Mon chef de centre, le directeur départemental, c'est pas des gens de pouvoir, c'est des exécutants, hein. C'est la première chose qu'ils vous disent. D'ailleurs, on est désolé, on ne fait qu'appliquer. Donc c'est bien la preuve que il reste des exécutants. On parle pas de libre arbitre, on parle pas d'avis. Si, il y a une personne qui a donné son avis, c'est le président du SDIS 04, qui lui dit personnellement son avis, et après il dit qu'il est obligé de faire appliquer la loi. Voilà, c'est quelqu'un qui est humain et qui dit ce qu'il en pense sur le fond et qui dit ce qui fait appliquer sur la forme. Et on voit bien que quand un président du CASDIS donne cet avis-là, c'est aussi que son département fait partie des départements où il y a le plus de volontaires qui refusent cette injection. Après, voilà. Moi, je suis trahi. Je sais pas, j'attendais pas grand-chose, vous savez. On fait les choses pour ses passions, mais pas pour ses chefs. Hein. Voilà. Parmi vos collègues, y a-t-il des professionnels qui sont également touchés par cette mesure? Ah oui, bah oui, il y en a qui sont touchés. Alors je vais parler de la Dordogne, je ne vais pas parler des stats nationales. En Dordogne, oui, j'ai quelques collègues, on communique, on s'envoie des SMS, on a un groupe WhatsApp. Eux, c'est pire en fait. Eux, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain quotidien, c'est leur
passion aussi, mais c'est l'engagement d'une vie pour eux, et en fait, certains se sont vus menacés de ne pas être titularisés, certains se sont vus voilà, obligés de trouver des astuces, d'être en arrêt. Voilà, on est dans une hypocrisie constante, c'est dramatique pour eux. Oui, bien sûr que j'ai des collègues qui sont concernés, qui iront, je pense, jusqu'au bout. Je les soutiens d'ailleurs, on se soutient mutuellement, hein, on se donne des nouvelles sur la législation, etc. Mais oui, j'ai des collègues pompiers professionnels qui sont mal, et j'ai discuté avec eux des bons moments, sur des soirées, sur des matinées, et bah, ils sont pareils, ils sont écœurés, parce que c'est aussi des gens qui sont avertis, des gens qui sont renseignés, documentés, et en fait, ils demandent juste comme moi qu'on respecte leur choix et qu'on les laisse exercer leur profession, parce que je rappelle que pour eux, c'est bien leur métier, qu'on les laisse exercer sans avoir à s'injecter une substance dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait rien, quelque chose qui a été fait il y a 15 mois, là. Alors oui, les vaccins ARN, ça existe depuis des années. Là, on est en phase expérimentale. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité l'obligation d'injecter un produit expérimental, sous peine de ne plus travailler, sous peine de ne plus avoir son travail, sous peine de perdre sa maison, de ne plus pouvoir payer son loyer, de ne plus pouvoir payer son crédit. Là, on arrive sur un truc, ouais. Bon, après, ça, c'est le manque de solidarité, hein. Si les pompiers et professionnels et volontaires avaient été d'un seul corps, mais comme les soignants, hein, je pense que on pêche par notre minorité, en fait, hein. Si on avait été majoritaire, ou alors une grande majorité, on va dire, à refuser cette injection, la force, elle était avec nous, et c'est nous qui avons le pouvoir. Et c'est pas eux qui ont le pouvoir, puisque le pouvoir appartient aux personnes qui luttent et aux personnes qui viennent contredire un diktat. Et là, aujourd'hui, on a été obligé pour la plupart, de s'injecter ce produit. Ils l'ont fait par obligation. Les stats qui seraient intéressantes d'ailleurs, et pas les stats qui nous font à longueur de journée, c'est combien de personnes l'ont fait par conviction. Parce que s'injecter un tel produit, ça peut être une conviction, ça peut être l'envie de participer à une expérimentation au niveau mondial sur un retour que l'on a besoin dans quelques mois, dans quelques années, pour mettre au point un vaccin. Mais là, aujourd'hui, certains, ceux que j'entends autour de moi, le font parce qu'ils ne veulent pas perdre leur boulot, parce qu'ils sont jeunes travailleurs, parce qu'ils ne sont pas titulaires dans leur emploi. C'est parce qu'ils en ont marre, en fait, du débat, et qu'ils disent « moi, je me suis fait injecter parce que j'en ai marre de débattre ». Donc voilà, les vrais stats, ils sont intéressants sur combien de personnes l'ont fait vraiment avec conviction. Il doit y avoir un pourcentage qui a peur également, qui ont reçu l'injection par peur. Ils sont tellement conditionnés aussi par le discours actuel. Oui, alors ça, je crois que c'est la plus grosse partie de du gros bluff qui se passe actuellement, et c'est la gestion de soi-disant épidémie par la peur. Tu as complètement raison. La peur reste l'élément principal quand on va faire quelque chose à quelqu'un. Voilà, de son gré ou pas. Parce que du coup, la volonté d'une personne à s'injecter quelque chose, elle varie en fonction de son niveau de peur. Il a peur de perdre son travail, il a peur de perdre ses amis, il a peur de perdre un membre de sa famille. Faut voir ce qui a été fait au niveau du tabassage médiatique. Respectez vos grands-parents. Vous voulez revoir vos grands-parents, vaccinez-vous. Vous voulez refaire du sport, vaccinez-vous. Et ça rentre dans la tête des gens, parce que les gens, faut savoir qu'il y a 4h30 par jour de télé allumée en moyenne en France. Donc ça rentre dans la tête des gens, ça rentre dans la tête des enfants, des adolescents. Je veux aller faire mon basket, je veux aller faire mon foot, il faut que je me fasse vacciner. Sans vraiment se poser la question de le bénéfice-risque. Combien d'enfants aujourd'hui en bonne santé sont décédés? Combien de personnes comme moi, de 40 ans, qui fait un minimum de sport, sont décédées? Combien de personnes qui n'ont aucune comorbidité sont décédées? C'est ça qu'il faut aborder. Aujourd'hui, on injecte un produit à des gens qui ne tuent, et j'en suis le premier désolé, qui ne tuent que des gens qui sont ou en mauvaise santé ou qui sont âgés. Et ça, par exemple, les stats le disent très bien. Donc, ouais, c'est une honte dans la mesure où on nous oblige. On ferait bien, en fait, d'obliger les gens
Non, on ferait bien d'obliger personne d'ailleurs. J'allais dire, on ferait bien d'obliger les personnes en mauvaise santé et les personnes qui sont comorbidité, mais ça leur appartient. Ça leur appartient. Et s'ils ont envie de rester avec ce bénéfice-risque, ça leur appartient. Pourquoi aujourd'hui le sketch de la vaccination, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est les gens qui sont infectés avec le vaccin, c'est les gens qui meurent avec le vaccin, parce que en fait, ils ont fait un vaccin sur une souche qui a quelques mois, et aujourd'hui, il y a un variant. Bah oui, parce que Pourtant, les médias sont bien discrets là-dessus. Ah, mais les médias, oui, TF1, BFM sont bien discrets, ouais. Mais personne n'en parle. Mais si on veut aller chercher de l'information par les réseaux sociaux, par des chaînes alternatives, on peut avoir l'information. Ah, mais on est complotiste. Si on dit ça, on est complotiste. Mais par contre, aujourd'hui, il suffit d'aller à l'hôpital de Périgueux, on vous dira que les gens qui sont ou dans des clusters à Exideuil, il est facile de voir que les personnes vaccinées contaminent, sont malades et décèdent. Donc, et là, on veut nous injecter un produit qui ne protège pas de ça. Donc, je ne sais pas jusqu'où les gens n'ont pas compris. C'est quand même simple. On veut vous obliger à vous injecter un produit dans le sang qui ne vous protège pas de transmettre, qui ne vous protège pas de mourir si vous êtes en mauvaise santé. Car attention, si vous êtes en bonne santé, c'est le virus au monde qui tue sûrement le moins. Non, mais quand on parle de virus, quand on parle de maladies, de malaria, quand on parle du sida, d'Ebola, là on parle pas du tout de ça, on parle d'un virus qui tue 0, je sais pas combien de personnes. Quand vous l'avez, il tue à 0,05. Je vais pas faire les stats parce que je suis statisticien, mais là, je comprends pas pourquoi on n'est pas plus à penser le fait que on est dans une supercherie mondiale. C'est juste la vente. Là, on veut juste vendre quelque chose. On veut pas prendre soin de vous. On veut vendre quelque chose. D'ailleurs, je pense que ce sera le prochain scandale d'État. Mediator, l'amiante, tout ça, et le sang contaminé. Je pense que le prochain scandale d'État, c'est ça. Parce que forcer par la peur des gens à s'injecter un produit sur lequel on a zéro recul, sur lequel on sait, en plus aujourd'hui, qu'il peut même être dangereux de s'injecter ce produit, je crois que les années suivantes, les futures années nous diront que c'est un réel scandale. Et il faudra payer, hein. Il faudra que quelqu'un paye, hein, parce que on peut pas laisser des gens s'enrichir comme ça quand on voit les actions en bourse de tous les gens qui vendent ou les tests ou les virus. Voilà, c'est simple. Ou les vaccins, pardon. Oui, les vaccins, excuse-moi. Oui, ouais. Les virus, on ne le vend pas, on le crée, mais ça, c'est un autre débat, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est un autre débat, en effet. En reparlant des pompiers, comment réagissent vos collègues, on dira, qui sont pour la vaccination obligatoire? Parce qu'il y en a. Moi, je connais des soignants qui comprennent pas que leurs collègues ne veulent pas se faire vacciner, ou plutôt injecter. Donc chez les pompiers, ça doit être à peu près pareil. Oui, il y a des collègues sapeurs-pompiers qui sont pour l'injection, cette injection, hein, parce que faut savoir qu'on est tous vaccinés quand on veut être pompier ou soignant, hein, par des vaccins qui ont été reconnus, qui ont fait leurs preuves et qui sont obligatoires. Mais là, cette injection, certains le veulent aussi. Comment ils réagissent? Envers moi, ils sont assez solidaires, les volontaires sont assez solidaires, ils sont injectés et malgré tout, ils soutiennent le fait que je puisse avoir un avis différent. Ils sont, franchement, mes collègues volontaires sur le groupe qu'on a créé, parce qu'on a un groupe qui est assez soudé à Périgueux, et je pense aussi dans le département, ils sont écœurés aussi. Parce qu'en fait, même si eux, ils ont fait le choix de s'injecter ce produit, ils sont déçus que je puisse plus exercer, que je ne puisse plus venir à la caserne parce que j'ai fait un choix différent. On parle de libre arbitre et de choix sur sa santé. Et je le rappelle, on est vacciné sur tous les autres vaccins. Là, on ne nous parle pas d'un vaccin, on nous parle d'une injection expérimentale. Et ça a été... Voilà, ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est un produit qui sera en phase terminée, fin d'année 2022, voire 2023. Donc là, on me suspend de mon activité pour un produit qui n'est même pas terminé d'expérimenter.
Bon, mes collègues font ce qu'ils veulent, ils soutiennent mon choix, ils en sont désolés, ils m'ont envoyé plein de messages de soutien. Mais voilà, ça divise pas tant que ça, même si ça cherche à diviser, parce que c'est l'objectif, hein, c'est de diviser pour que les gens se sentent comme moi à part. On m'a même dit, tu es le seul volontaire à ne pas être vacciné. Donc comme ça, si tu es à part, tu vas bien craquer à un moment. On m'a même dit, mais tu réfléchis bien. Non, on est idiot. On est cadre, on est officier sapeur-pompier, mais on est idiot. On fait des choses. Il y a des médecins qui refusent d'exercer aujourd'hui parce qu'ils savent que cette injection est nocive à la santé. Ils sont peut-être idiots aussi ou complotistes, mais... Parlons un peu du fameux pass sanitaire. Alors que depuis le début, vous êtes en première ligne de cette crise, pensez-vous que le pass sanitaire soit utile? Non, là, c'est le pass... Ça, c'est le gag. Il y a le bluff et il y a le gag. Alors le gag, c'est le pass sanitaire. S'il y a un truc qui ne sert à rien, c'est ça. Le pass sanitaire, c'est juste en fait un outil qui est venu mettre un petit peu plus de pression sociétale sur les citoyens pour se faire vacciner. C'est une supercherie. Et le gouvernement même l'a reconnu. Hein. Oui, voilà. Donc même ouvertement que le pass était destiné à contraindre les gens à se faire vacciner. Donc, quand on contraint, il faut essayer d'être un petit peu pragmatique en fait. Quand on contraint les gens, quand on oblige les gens à faire quelque chose contre leur volonté, contre leur libre arbitre, c'est quelque part il y a quelque chose qui est pas clair. Parce que si on fait les choses de façon transparente, si on fait les choses en donnant les bénéfices, les risques, en donnant les notices, attention, il y a des ARS aujourd'hui qui ont refusé dans certains départements que les notices des vaccins soient disponibles sur les centres de vaccination. Donc là, on est bien en train de cacher quelque chose. Parce que, réponse de l'ARS, que je nommerai pas, il ne faudrait pas que ça fasse peur aux gens de se faire vacciner. Donc voilà, je reviens sur mon propos. Si on était transparent, si les choses seraient claires depuis le début, on n'aurait pas besoin de contraindre. On aurait les pour, on aurait les contre, comme depuis toujours. On n'aurait pas besoin de contraindre. Aujourd'hui, le pass sanitaire, c'est juste pour dire aux gens, attention, vous n'aurez plus le droit d'aller boire un coup, vous n'aurez plus le droit d'aller au resto, vous n'aurez plus le droit d'aller au cinéma. Donc on vous prive de culture, de loisirs, de bien-être, en vous disant que, parce que vous êtes mauvais et vous n'avez pas respecté j'ai entendu quoi comme bêtise, de contrat social. Non mais... Une personne vaccinée, une personne PCR moins de 72 heures, elle va dans un resto et les deux, elles peuvent être porteurs parce qu'elles l'ont chopé 2 jours avant. Donc, vous voyez la supercherie. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, comme l'injection ne protège pas, comme le test PCR doit être fait 72 heures avant, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui l'a, vous pouvez embrasser quelqu'un qui l'a. Donc là, on est sur une supercherie. C'est juste pour vendre de l'injection. Autrement, mais vendre du test, vendre de l'injection. Mais vous verrez qu'en octobre, quand ils vont rendre les tests payants, bizarrement, ils vont réussir leur pari, il y aura moins de gens contaminés. Parce qu'ils vont, ils vont moins tester. Les gens vont pas payer quelque chose pour aller se faire tester contre un truc qui tue personne. Donc là, ils le font par obligation. Moi, je suis allé à des concerts, j'ai fait des tests. Là, je vais voyager dans peu de temps. Je vais faire un test pour voyager. Donc on le fait par obligation pour se plier à ce diktat-là gouvernemental, mais en fait, ça n'a aucune valeur. Le pass sanitaire, c'est un sketch, c'est la blague, en fait. Ça ne veut rien dire. À part vendre de l'injection, ça ne veut rien dire. Vous travaillez également dans le médico-social. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, je travaille dans le médico-social. Je suis cadre dans le médico-social à Périgueux. Et j'ai 2 fonctions, en fait. Je suis cadre dans le médico-social et dans le social. Donc c'est un détail, mais ça a son importance. C'est qu'actuellement, j'ai un directeur dans le médico-social et j'ai un président de conseil d'administration, des coprésidents d'un conseil d'administration dans le social. Donc ma rémunération et donc mon emploi est fait avec 2 associations. Donc une association avec laquelle j'ai négocié un arrêt de ma fonction, puisque je ne peux plus exercer depuis le 15 septembre. Et donc j'avais des congés, donc là j'ai épuré tous mes congés. Donc là ça a été une construction d'une solution avec ma direction, donc une direction compréhensive, une direction à l'écoute,
même s'ils ont leurs idées, que je respecte, ils ont mes idées, ils les respectent. Et après, dans le social, je suis responsable je suis cadre dans un centre d'hébergement d'urgence, le centre d'hébergement d'urgence de Périgueux, qui est à côté du vaccinodrome Périgourdin, là, à côté de la filature de Lille, qui accueille 62 personnes sans domicile fixe. Donc là, en fait, je suis en charge de cet établissement avec 12 autres salariés. On accueille 62 personnes maximum. Et je suis ravi de faire ce boulot. Et c'est du social, donc pourquoi ils n'ont pas imposé... Pareil, il n'y a pas de cohérence. Donc, ils l'ont imposé dans le médico-social, ils ne l'ont pas imposé dans le social. Donc là, on n'est pas soumis à cette obligation dans le social. Donc je peux continuer à travailler. Ça me permet d'obtenir une rémunération au moins jusqu'au 15 novembre. Voilà, donc après le 15 novembre, moi j'ai fait le pari que la loi serait arrêtée. Et comme me disait mon directeur lors de l'entretien, il y a une chance sur deux. Ouais, il y a une chance sur deux. Bon, après aujourd'hui... Là, aux dernières nouvelles, c'est tout récent, hein, j'ai lu dans la presse que, ça venait de l'AFP, que notre Premier ministre allait soumettre un projet de loi justement pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Oui, mais pas sanitaire, mais l'obligation. Moi, le pass sanitaire, je m'en fiche, je vais plus au resto depuis un moment, depuis qu'il y a cette bêtise. Et si, dans un resto militant, d'ailleurs, je le remercie, il y en a quelques-uns qui sortent des schémas et qui sortent de cette obligation. Et donc, il y a bien aujourd'hui des restaurateurs militants. Alors, mais ce sont les restaurants où on a le plus de risques d'être contaminé naturellement. Oui, bien sûr. Ah oui, en terrasse surtout. En terrasse, oui. Dehors en terrasse, c'est extrêmement dangereux. Oh là. Non, le pass sanitaire, qu'ils le prolongent, ils font ce qu'ils veulent avec leur bluff. Là, moi, franchement, j'arrête de perdre mon énergie autour de cette bêtise. Par contre, c'est l'obligation vaccinale. C'est ce qui fait qu'il faut prévoir un plan B, une reconversion professionnelle, où là, moi, j'ai déjà donné mon préavis ici, je pars, je trouve un logement moins onéreux, je prévois de stocker mes meubles, ça y est, j'organise le après 15 novembre, puisqu'il y a quand même un pourcentage de risque pour que je n'ai plus cet emploi et que je sois dans l'obligation de faire autre chose. Donc oui, peut-être me rapprocher de la nature, me rapprocher de choses assez simples comme l'écologie, des valeurs humaines, des valeurs liées à la terre, parce que là, franchement, tout ce monde-là, ça m'écoeure, quoi. Au collectif No Pass 24, on est appelé quand même à rencontrer beaucoup de gens, et moi ça me surprend parce que ce sont des gens vraiment déterminés. Et ça, je pense que le gouvernement n'a pas saisi. Oui, parce que, en fait, là, cette supercherie gouvernementale, elle est juste faite pour évaluer notre niveau de docilité. Et donc, en fait, c'est une première étape. Donc, en faisant ça, le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, il vient mesurer le niveau de docilité de la population française. À partir de là, ils pourront passer à une autre étape. Et ce que je vous dis, ça sera sûrement vu par des personnes qui diront « Non, mais c'est un illuminé, mais jamais ils vont nous mettre une puce sous la peau pour nous reconnaître à la place de la carte vitale, par exemple. » Si j'avais tenu le discours du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale il y a un an, beaucoup de gens auraient pensé la même chose. Mais jamais, il faudra montrer un pass, un passeport. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin. Hein. Le gouvernement l'a dit, jamais on fera ça. Donc ils l'ont fait. Le président de la République lui-même l'a affirmé. Oui, voilà, jamais il n'y aura un pass sanitaire pour aller dans un bar ou dans un restaurant. Jamais. Donc on le fait. Jamais on vous obligera à vous injecter quelque chose dans le sang qui n'a pas fait ses preuves. Donc on le fait. Donc là, en fait, en mesurant le taux de docilité de la population française, on sait à quelle étape et dans quelle temporalité on peut passer à l'étape suivante. Donc là, c'est quand même grave ce qui est en train de se passer. Et donc, moi je me dis, je préfère être résistant, je préfère pouvoir dire à mes enfants, dans quelques années, oui, au bout de 21 ans, dans le social, dans le médico-social et chez les sapeurs-pompiers, j'ai décidé d'être agriculteur, parce que c'est ce vers quoi je tends, vers la terre, vers des valeurs qui m'appartiennent. Oui, j'ai décidé de passer d'un niveau de vie de cadre, un bon niveau de vie, je le reconnais, à un niveau de vie plus modeste, mais j'ai gardé mon libre arbitre et je ne me suis pas soumis.
Et s'il y a quelque chose qu'il faut inculquer à ses enfants, c'est bien ça. Ce n'est pas... Ma fille, elle a peur de poser son masque parce qu'elle a peur d'être différente. Vous vous rendez compte de ce qu'on a créé chez les enfants? On a créé chez les enfants la peur d'être différent parce qu'on ne fait pas comme l'autre autour d'un masque, autour d'un bouchon, d'un masque de visage. Je ne sais pas s'il y a des pédiatres qui se révoltent aujourd'hui, il y a des psychiatres qui disent que c'est gravissime ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui du toucher, on a besoin aujourd'hui du regard. L'enfant, dans son développement, le développement de l'enfant, il ne suffit pas de lire 10 livres, hein, vous en lisez un en particulier, et vous verrez qu'il interagit à travers le visage, il interagit à travers les odeurs, il interagit à travers le toucher. On est en train, volontairement, et moi, j'en fais partie, hein, puisque je n'ai pas monté des barricades et je n'ai pas lancé de pavés, hein, on est en train de créer une génération d'enfants qui sera privée de ça, qui sera privée du toucher, du regard, du visage nu. Il faut le savoir, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est grave. Parce que qu'on fasse des choses pour soi, ça nous regarde, mes collègues pompiers, mes collègues du boulot, mais nos enfants, on a laissé mettre un masque sur nos enfants de 6 ans, alors qu'ils ne sont pas à risque, qu'ils ne peuvent pas en mourir, sous prétexte qu'ils peuvent le transmettre. Et aujourd'hui, on veut vacciner, et on vaccine mon enfant de 12 ans, qui va au collège, alors qu'il peut le transmettre, et qu'il n'a aucun risque d'en mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la honte des dirigeants français. Il faudra que quelqu'un paye à un moment, c'est pas possible. Et j'espère qu'un jour on se réveillera, et je serai le premier dans la rue, comme je suis aux manifestations, tu me l'as demandé tout à l'heure, quand je le peux, et je serai le premier pour rappeler, parce qu'il faut arrêter, les gens ont la mémoire courte. Tu l'as dit tout à l'heure, le président dit 12 mois avant, jamais on fera ça, on le fait. L'autre, là, le virus virant, là, c'est lui le virus en fait. Il dit, on fera pas ça, ça ne sert à rien, mais un an après on vous dit on le fait, mais les gens ont la mémoire courte. Il faut arrêter d'avoir la mémoire courte, il faut se souvenir, et moi je me souviendrai. Je me souviendrai qu'on a obligé mon fils de 12 ans à se vacciner, parce que je suis séparé et que sa mère a eu le pouvoir à un moment pour partir en voyage. Je m'en souviendrai de ça. Parce que ça, c'est une honte. Faire ça sur nos enfants, c'est une honte. Après, il y a quand même des gens qui ont du bon sens, il y a quand même des gens qui font baisser le masque aux enfants. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les gens plient. Et tu l'as dit, il y a des gens très déterminés, je suis le premier, mais je ne suis pas le seul. Et il y a des gens qui disent aux enfants, mais baissez votre masque, mais faites ça, gardez-le, parce que bon, il faut que la directrice le voie. Voilà, il y a des militants, et partout il y a des militants. Et pendant la guerre, c'est le président qui a dit ça, hein, qu'on était en guerre. Pendant la guerre, le nombre de résistants, quand la résistance s'est montée, il était très très faible. Très très faible. C'était des illuminés. J'ai lu quelque part, je crois qu'il y avait moins de 7000 résistants en premier. On sait ce que ça a donné. Et eux, ils ont réussi à retrouver leur liberté. Et on réussira par un petit nombre qui aura résisté, et tu as dit de personnes qui sont convaincus et déterminés. Les résistants, ils perdaient leur vie pendant la guerre pour notre liberté. Donc nous, on n'en est pas là, on perd nos boulots peut-être. On peut perdre des gens parce qu'ils vont se faire injecter et en mourir, certes. Mais il faut qu'on soit déterminé, parce qu'on se bat pour notre liberté. Et notre liberté aujourd'hui, si certains ont décidé de dire, oui, voilà, je veux être libre, je vais pouvoir faire ce que je veux, donc ils ont qu'à m'injecter ça. Et puis apparemment, il fait rien ce vaccin, donc ils ont qu'à me l'injecter. Mais on se bat pour nos libertés, et on est très peu, mais on est déterminés. Et c'est par des gens, en petit nombre peut-être, mais déterminés, qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Johan. De rien, merci. Merci pour ta sincérité. Merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'activité du collectif No Pass 24 sur Facebook et YouTube.